Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA, consacrée aujourd'hui aux schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, ou SRDE2I. Je suis Loredana, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Luc Boeuf, DGS de la ville et de la communauté d'agglomération de Quimper. Monsieur Boeuf, bonjour. Bonjour. Comme vous allez nous l'expliquer dans un petit instant, la loi NOTRe de 2015 a renforcé les régions dans leurs compétences économiques en leur confiant le soin d'élaborer des schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Ces schémas qui, comme vous le savez, doivent être adoptés avant le 31 décembre de cette année, vont définir la feuille de route des régions pour les années à venir, notamment en matière d'aide économique. L'enjeu est de taille et les questions autour de l'élaboration et de la mise en œuvre de ces schémas sont très nombreuses. Avant de laisser la parole à Monsieur Boeuf, qui reviendra bien évidemment en détail sur l'ensemble de ces questions, je profite de cette occasion pour vous présenter quelques-uns de nos nouveaux services documentaires. Alors tout d'abord, Gouvernance intercommunale qui décrypte en profondeur le nouveau paysage institutionnel né de la dernière réforme territoriale, tout en offrant tous les outils et retours d'expérience dont vous avez besoin pour construire un véritable pacte de gouvernance intercommunale et valoriser l'intérêt communautaire. Vous le voyez apparaître sur votre écran. Dans un second temps, un service intitulé Piloter le développement économique local, qui lui a justement été conçu pour accompagner les collectivités dans leur action en faveur de l'aménagement et de l'attractivité de leur territoire et de l'ensemble des politiques de soutien aux entreprises et activités productives. Et enfin, Monsieur Boeuf, si vous voulez bien passer à la slide suivante, une solution plus complète, l'intégrale aménagement des territoires, qui elle regroupe en un seul produit l'ensemble de nos services consacrés à l'urbanisme et l'aménagement du territoire, au développement durable, au développement économique local et à l'intercommunalité. Il s'agit donc là de compléments bien sûr tout naturels à cette webconférence. Je vous les ai présentés rapidement, vous pourrez retrouver toutes les infos sur ces solutions documentaires sur notre site, donc www.vk.fr dans la rubrique édition administration locale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques toutes petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de cette session. Au cours de cette webconférence, vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions à Monsieur Boeuf. Pour ce faire, vous avez une fenêtre questions qui se trouve dans l'interface GoToWebinar juste à droite de votre écran. Et bien sûr, Monsieur Boeuf fera tout son possible pour y répondre à l'issue de sa présentation. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Enfin, nous vous informons que cette conférence va donner lieu à un enregistrement qui sera bien sûr mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Voilà, Monsieur Boeuf, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci. Rebonjour à tout le monde. Donc pour cette matinée, cette présentation sur les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. L'introduction, je l'ai un tout petit peu changée, bien évidemment, par rapport à ce que j'avais préparé pour aujourd'hui, en raison de l'actualité d'hier, le congrès des régions à Reims, et avec l'annonce faite par le Premier ministre de ce que certains présentent comme une révolution, qui pour moi est plutôt une évolution, du mode de financement des régions. Et ça tombe bien puisque ça tombe en priorité sur le développement économique. La problématique est très simple. Des compétences ont été transférées des départements vers les régions et l'État est à la recherche du moyen de financer ces compétences transférées. Puisque de leur côté, les départements expliquent que l'explosion de leurs dépenses sociales leur rend difficile ou impossible le fait de perdre encore des moyens financiers pour mener leurs compétences. Donc on est donc face à une difficulté l'on rencontre souvent en termes de décentralisation. Il y a des compétences, il y a des financements, il y a le grand arbitre qui s'appelle l'État et essaye de répartir au mieux entre les acteurs ces moyens financiers. On y reviendra peut-être dans vos questions, mais en l'occurrence, octroyer aux régions une fraction de TVA pour financer leurs activités, notamment économiques, peut quand même poser question. Alors, sur le temps qui nous est imparti, avant de rentrer un petit peu plus dans l'introduction, donc je vous propose de le diviser en deux parties, environ une petite demi-heure, 35 minutes de ma part sur le sujet lui-même, et puis un petit peu moins d'une heure pour faire face à vos questions. En introduction, je dirais qu'il est nécessaire d'avoir un tout petit peu d'histoire, un petit rappel, quelques instants, sur cette lente montée en puissance de l'échelon régional.
C'est très simple, l'État a toujours eu du mal à accepter l'échelon régional. Il a accepté difficilement pour deux raisons. La première, parce que sous l'Ancien Régime, on avait affaire aux provinces, et l'un des premiers actes des constituants en 1789 est de supprimer les provinces et de mettre en place l'échelon départemental. Et deuxièmement, parce que le premier exemple de concrétisation des régions en France, en termes de découpage, non pas seulement pensé, mais mis en place, c'est sous le régime de Vichy. Donc on se retrouve en 1945 avec une difficulté pour l'échelon régional, l'héritage de l'Ancien Régime, la question du régime de Vichy. La deuxième question, l'idée centrale de cette lente montée en puissance de l'échelon régional, c'est que c'est l'économie qui va toujours être le fil conducteur de ce que les régions peuvent être au fil du temps. L'échelon économique parce que c'est celui à partir duquel on a réfléchi pour élargir le travail dans les territoires de façon plus large que les départements. Et on a évidemment dans les années début du XXe siècle, dans tout le paysage intellectuel français, la volonté de travailler sur cet échelon régional, alors de la droite à la gauche, et au niveau de l'aspect économique. Comment peut-on organiser un territoire pour que les richesses économiques soient mieux réparties, soit réparties différemment entre les différents acteurs. J'en reste là pour l'échelon régional et l'aspect historique. Si vous avez des questions, bien sûr, nous y reviendrons. Deuxième élément de l'introduction, c'est que donc nous avons des nouvelles régions depuis fin 2015, début 2016, et avec un nouvel état d'esprit. Quand on regarde totalement un échelon territorial, on reste toujours en France avec notre échelon communal, passé un petit peu en dessous des 30 000 avec les communes nouvelles. Le département reste présent. Les redécoupages départementaux sont très rares. Les derniers vraiment en date, c'est avec le redécoupage de la région parisienne dans les années 60. Et puis les régions. Donc là, évidemment, c'est récent. Beaucoup de débats en 2014-2015 et la concrétisation avec les élections régionales de décembre 2015 et 13 régions. Premier élément que je livre à votre attention, à votre réflexion, c'est que le fait de passer de 22 à 13 régions, alors c'est soit 22-13 en comptant la Corse, soit 21-12, anciennes nouvelles régions. Eh bien, il faut diviser ces régions en deux catégories, celles qui n'ont pas changé de contour géographique et celles qui changent de contour géographique. Et nous verrons dans la concrétisation, dans la préparation des SRDE2I, que cela change pas mal de choses pour les régions. Pour faire simple, une région qui n'a pas changé d'échelon géographique doit bien évidemment préparer sa montée en compétences et sa montée en transfert de compétences des autres niveaux, préparer ses schémas, mais elle est habituée avec les acteurs, avec les contours, avec les instances. Une région qui change de contour géographique doit toujours mettre en place ses nouvelles compétences, mais avec des acteurs, alors non pas différents, mais des acteurs regroupés sur les anciennes régions. Donc ça, c'est un élément important qui va peser sur la préparation des SRDE2I. Deuxième ou troisième élément, c'est lié bien sûr aux nouvelles régions. Alors sur un plan strict législatif, on a d'abord les nouvelles régions, ensuite la loi NOTRe, une nouvelle organisation territoriale de la République, et dans laquelle cette loi figure la nécessité, la demande par le législateur, que les régions préparent un schéma régional de développement économique, etc. Alors, on en parlait en préparant cette conférence, donc on prononce plutôt SRDE2I, on l'écrit avec les 2I. Toujours en centrant sur l'aspect économique, l'une des nouveautés de cette loi, est-ce qu'on peut parler de rupture, c'est ça, on le verra peut-être dans vos questions, eh bien c'est le fait qu'il va y avoir l'aspect prescriptif de ces schémas. Vous le voyez bien dans vos activités de tous les jours. Quand on dépend d'un autre échelon territorial, la question que l'on se pose toujours, est-ce qu'il y a un pouvoir hiérarchique? Alors je prends deux exemples complémentaires et pas forcément contradictoires. Les contrats de plan État-région d'une part, et la fameuse clause de compétence générale d'autre part. Les contrats de plan, c'est l'exemple typique de compétences exercées par l'État qui cherche à faire financer par les autres niveaux de collectivités locales, dont les régions, et dont les départements un peu moins aujourd'hui, et les intercommunalités surtout. Mais il n'y a pas d'obligation. Ceux qui ne veulent pas participer à un domaine de compétences de l'État, ils n'y participent pas, il n'y a pas de pouvoir hiérarchique. Et bien évidemment, de manière concrète dans les territoires, mais certes également dans la préparation des contrats de plan et des éléments qui figurent dedans, eh bien, il y a une collectivité qui donne le là
c'est la région, et il y a un pouvoir tutélaire quasi hiérarchique, l'État. Ça s'appelle parfois les noyaux durs, ça s'appelle les dossiers essentiels, ça s'appelle les grands projets. Il y a quand même une notion de la part de l'État de pouvoir diriger ce qu'il prépare dans les territoires. Et donc le deuxième exemple, c'est la clause de compétence générale, donc qui n'existe plus pour les régions et les départements, en se centrant sur les régions. C'est quand même un peu paradoxal de vouloir ériger la région en nouvel échelon, non pas de proximité, mais de réflexion et d'action dans les territoires, en lien avec l'métropole, avec la notion ou la volonté de comparaison européenne, et de leur avoir retiré la clause de compétence générale. On y reviendra dans vos questions, bien sûr, si vous le souhaitez. Le plan d'intervention, je vous propose quelque chose qui soit le plus simple possible pour s'y retenir, pour ceux qui arrivent ou qui repartent en cours de route ou qui ont quelques autres activités à faire pendant ce temps. Donc je réponds à 5 questions très simples. Quoi, qui, pourquoi, quand et comment. Quoi, qu'est-ce que c'est que ce schéma régional SRDE2I? Qui est-ce qui le prépare? Pourquoi faut-il le mettre en œuvre dans les territoires? Quand, avec évidemment la date butoir proposée de fin 2016, et comment, c'est toute la question de l'association des différents acteurs à cette préparation des SRDE2I. Première question, c'est la question du quoi. Donc j'y vais dessus. Voilà. 3 éléments préalables à ce SRDE2I. D'abord, c'est ce que l'on appelle la planification régionale. Quelques instants sur ce retour. C'est ce qui a permis aux régions, lorsqu'elles ont été mises en place par Edgar Faure en 1955, de participer. Alors à l'époque, c'était à la planification régionale de l'État, donc c'était une planification économique. Comment l'État mettait en place des programmes dans les territoires, à l'époque où il avait les moyens financiers et surtout l'action politique, juridique, de mettre en place ce qu'il souhaitait. Ça a donné ce qu'on appelle l'âge d'or de la planification à la française, et dans le domaine régional, ça s'est traduit dans les années 60 et 70 par des implantations de grosses entreprises, type Ford à Bordeaux, ou type Citroën à Rennes. Donc c'était l'État qui, avec les acteurs économiques, décidait de cette planification régionale. Il y associait l'échelon régional, mais il l'associait de façon assez ténue. Le monde économique était bien évidemment favorable, mais le monde politique, d'ailleurs les élus régionaux n'existaient pas encore, le monde politique régional n'existait pas. Je saute bien sûr quelques décennies pour arriver donc aux premiers outils de développement économique, donc on appelle les schémas régionaux de développement économique et le SRDEI. Donc là on est bien sûr entre les années 2000 et 2010. C'est la lente montée en puissance de la volonté de la part de l'État, non pas en transférant, mais en demandant aux régions de travailler sur le domaine économique, d'avoir, alors c'est un peu plus qu'une feuille de route, mais c'est un peu moins qu'un schéma prescriptif. Et donc c'était un document, un schéma non prescriptif qui recensait plus que les bonnes pratiques, mais les grands axes dans lesquels les régions souhaitaient intervenir. Donc c'était le schéma de la région, préparé par ces instances, avec notamment l'association des conseils économiques et sociaux régionaux, dans lesquels tous les acteurs économiques et du monde du travail sont représentés, ainsi que les forces vives de la nation, présentés en conseil régional, votés, et qui traçaient une feuille de route. On ne peut pas isoler bien sûr le RDE de l'ensemble des documents de planification que la région doit à la fois préparer et faire vivre en permanence. Une région, c'est en même temps en permanence une dizaine de schémas. Donc en fonction de vos activités, bien sûr, eh bien, vous êtes amené à travailler sur le schéma de transport, sur le schéma d'aménagement du territoire, dont à chaque tour de roue législative, les sigles se complètent et se complexifient si on veut faire un petit peu d'humour. Donc il faut bien mettre en perspective ces schémas régionaux de développement économique dans le rôle de planification de la région d'une part, et d'autre part dans les nombreux schémas qui gravitent autour. Et la question qu'on se pose bien sûr immédiatement, c'est avec de nombreux schémas qui gravitent, quel est celui qui donne le là sur le territoire et quel est celui sur lequel la région s'appuie en priorité, la région, ses services et les acteurs économiques. C'est toute la difficulté de ces schémas des premières générations, puisque la région avait tendance à mettre en avant les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire avant de mettre en place ces schémas régionaux de développement économique. Avec la loi NOTRe, le législateur entend faire du SRDE
grâce justement à l'aspect prescriptif, ce que l'on verra tout à l'heure, quasi le schéma des régions. Mais il ne le fait pas totalement, puisque la région doit toujours préparer son schéma régional de développement et d'aménagement durable et économique de son territoire. Vers le SRDE2I, bien sûr, puisque ces schémas ne sont pas adoptés aujourd'hui, et on y viendra dans la dernière partie. Depuis la mise en place des régions nouvelles, celles qui ont été regroupées ou anciennes qui continuent à vivre, l'année 2016, bien sûr, a été largement occupée par la préparation de ces schémas régionaux de SRDE2I. Deuxième aspect essentiel dans ce qui la lecture des compétences régionales au regard de l'économie. Ça oblige bien évidemment à faire un tout petit peu de rappel sur cette disposition de la loi NOTRe, où donc le législateur précise que la région devient la collectivité qui est responsable sur son territoire du développement économique. Elle n'est plus seulement la collectivité chef de file, elle est responsable. Donc cette simple phrase, la région qui est responsable du développement économique, eh bien c'est la traduction concrète de quasiment 60 ans de débats parlementaires et dans les territoires. Traduction très simple, la région devient la collectivité qui a la compétence exclusive, le mot est bien sûr important, pour définir les régimes d'aide et définir les octrois des aides aux entreprises. Bien évidemment, toujours dans le respect des contraintes européennes, avec ce que l'on oublie parfois de rappeler dans les territoires, le régime général de l'Union européenne, c'est la libre concurrence et l'interdiction des aides, et les aides ne sont que des exceptions, certaines étant notifiées ou pas, bien sûr, c'est important que la lecture de cette compétence au niveau de l'économie se traduise par un schéma prescriptif. Alors, ça veut dire que demain, lorsque les schémas seront en œuvre, à partir de l'année 2017, les collectivités infrarégionales qui ont besoin des outils de planification à leur échelon, à leur échelle, ce sont les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, ce sont les plus pour les communes et demain les plus comme intercommunalité pour les intercos, vont devoir respecter les orientations du SE2I pour traduire dans leur territoire et dans leur volonté de développer leur territoire les aspects économiques. Ça permet en fait, avec le fait que le département a perdu ce genre de compétences, d'avoir non plus seulement, comme on disait il y a quelques années, l'émergence du couple intercommunalité-région, mais vraiment le couple interco-région, pas trop le mot de aux commandes, mais à l'œuvre dans les territoires. Les communes, évidemment, ont délégué, ont transféré leurs compétences à l'EPCI, le département ne les a plus, donc ça veut dire que demain, ou presque demain, les régions se retrouvent avec un interlocuteur en principe unique, les EPCI, pour la traduction de ces compétences de développement économique, et c'est ce que les SRDE2I vont devoir mettre en place. Alors, il y a bien sûr un sujet qui posera peut-être question de votre part, c'est que quand on comprend l'économie au sens le plus large possible, l'emploi n'y est pas, bien oui, l'État, la question de Pôle emploi ne ressortit pas de la compétence des SRDE2I, ce que l'État appelle le service public de l'emploi. Pourquoi je mets en deuxième partie de ce point la place des EPCI? Parce qu'on ne peut bien sûr pas parler de ces EPCI, de ce SRDE2I sans les EPCI. Qui ont cherché bien sûr à être associés de la part de la région à la préparation de ces schémas. Alors bien sûr, vous travaillez concrètement dans ces dossiers, dans ces sujets tous les jours. On ne part jamais d'une feuille blanche et très souvent, la préparation de ces schémas a comme point de départ le schéma précédent et les volontés des acteurs. En donnant un exemple concret, ou plutôt un premier exemple concret, ça peut dire dans ces premières associations de qui va travailler sur le SRDE2I, il faut que les EPCI aient la volonté sur leur territoire de proposer à la région quelques éléments simples qu'ils souhaitent voir traduits dans le SRDE2I. Et on peut par exemple prendre la question de certains régimes d'aide. Est-ce que les EPCI, ou certains EPCI, ou un EPCI, veut, sur le territoire de la région, se voir déléguer une partie d'aide de la région ou une aide spécifique de la région. Toujours dans cette logique qui est bien sûr à l'œuvre dans les territoires depuis quelques années, qui est celle de la recherche de l'interlocuteur unique. Et quand le PCI pose la question concrètement, la région de son côté se retrouve peut-être avec 15, 20, 30, 50 EPCI qui bien sûr chacun ont leur spécificité et souhaitent chacun
avoir une délégation d'une partie d'aide ou des aides. Donc ça oblige à la région à un double travail permanent de montée-descente. Descente, qu'est-ce que la région propose pour son territoire? C'est sa feuille de route à elle. Et deuxième élément, qu'est-ce qu'elle souhaite en termes de traduction? Non pas tant aider les territoires, mais se rendre bien compte que ce dont on parle souvent, la subsidiarité peut être mis en œuvre dans le territoire. Ça veut dire des compétences exercées de façon différenciée entre les différentes intercos et validées par le schéma. Et bien évidemment, quand on passe à l'exercice pratique, c'est tout sauf simple. Autre élément sur ce, sur ce SRDE2I, bien voir qu'il intervient dans un paysage qui est en plein bouleversement. C'était autre chose que de préparer un SRDE à version année 2004 avec des intercos qui montaient en puissance et dont les communes n'avaient pas toujours transféré les compétences ou les gardé en termes de doublonnement, avec une carte régionale qui n'avait pas bougé, que de travailler un schéma de développement économique dans un nouveau paysage et avec des intercos qui sont appelés à se regrouper. Ça veut dire nécessairement que le travail que l'on demande à la région d'achever avant fin 2016 nécessitera forcément des ajustements en 2017, pour la simple et unique raison que si on connaît bien sûr les contours des intercos aujourd'hui, toutes les opérations formelles d'organisation ne sont pas validées, ne sont pas finalisées, et donc le premier semestre 2017 sera consacré largement dans les territoires à l'adéquation des nouveaux territoires avec les compétences au niveau des EPCI d'une part, à la question pour les départements d'avoir retransféré leurs compétences ne les exerçant plus, pas seulement dans le domaine de l'économie au sens strict, mais dans le domaine des transports, et de la part de la région de mettre en œuvre tout cela avec sa propre organisation. Là encore, j'y reviens, c'est bien sûr différent pour une région qui n'a pas changé de périmètre géographique de mettre en place ces différents schémas qu'une autre région qui est issue d'un regroupement et qui bien évidemment doit traiter l'aspect de ces territoires, de l'aspect des politiques issues des anciennes régions et de l'organisation en réseau, est-ce que c'est une organisation avec changement bien sûr complet des organigrammes, est-ce qu'il y a des suppressions de direction, est-ce qu'on maintient les directions, et chacun bien sûr autour de l'écran aujourd'hui peut avoir en tête des régions regroupées à 3 anciennes régions, à 2 anciennes régions. Autre élément important, c'est qu'on est obligé dans les EPCI de différencier, peut-être qu'il y aura des questions de votre part là-dessus, de différencier ceux qui sont métropoles et ceux qui sont simples communautés d'agglo ou de communes. Troisième élément, la notion du pourquoi, avec là trois idées. La région donc responsable et non plus chef de file de l'économie, donc ça on l'a largement expliqué tout à l'heure. C'est une petite révolution dans les territoires d'avoir une collectivité qui soit responsable d'une compétence. Ça veut dire qu'elle est amenée à donner une direction que les autres devront respecter. Alors évidemment, j'entends d'ici les questions que vous pourrez poser, notamment sur les documents d'urbanisme qui devront respecter les grands principes fixés par le schéma régional SRDE2I. Deuxième élément, c'est cette compétence phare qui doit rayonner sur les territoires, celle du développement économique. Là encore, c'est nouveau pour les régions, dans la façon de le traduire, puisqu'elles sont habituées jusqu'ici à avoir 90% de leur budget qui est consacré à 3 compétences qu'elles ne maîtrisent pas totalement, je pèse mes mots, dans l'ordre financier d'importance, les transports, la formation professionnelle, l'apprentissage et les lycées, puisque pour les transports, les régions dépendent de la grande maison SNCF, en termes de conventions et surtout en termes de financement et de moyens supplémentaires à apporter. En termes de formation professionnelle et d'apprentissage, sauf à être propriétaire des CFA, la région, elle est un donneur d'ordre, elle est un financeur d'heures dans les centres et dans les organismes. Elle a beaucoup de mal, bien sûr, à pouvoir maîtriser totalement l'évolution de l'appareil de formation. Et enfin, dans le domaine des lycées, la région est confrontée à une double difficulté. Un, c'est toujours ce qui existe, une tutelle de l'État sur, on peut toujours construire le lycée qu'on veut, c'est l'État qui affecte les profs. Et deux, dans la volonté de rationaliser sa carte des lycées, la région va se heurter justement à l'aménagement du territoire et aux élus issus des anciennes régions qui bien sûr vont tout faire pour garder ce que j'appelle entre guillemets les petits lycées, même s'il y aurait besoin parfois de regroupement. Mais là, on vient en buter entre une vision purement économique et financière, rationalisation, et une vision d'aménagement du territoire, des lycées un peu partout. Troisièmement, la notion de ce schéma prescriptif.
les deux mots-clés derrière que j'ai essayé de résumer, c'est faire accepter et rendre concret. Faire accepter, vous pouvez toujours décider, prendre votre délibération, sortir votre SRDE2I. C'est le travail comment dire, en chambre auquel on peut arriver. La très grosse difficulté, et bien sûr les régions le savent très bien et s'y attachent à le rendre le mieux possible, c'est comment à la fois faire accepter quelque chose en le rendant concret, qu'est-ce que la région met dans son schéma pour descendre dans le détail de ce SRDE2I. Alors j'accélère un petit peu pour garder le temps bien sûr pour les questions. L'objectif d'aboutissement de fin 2016 qui figure dans le document de la loi NOTRe, bien sûr le législateur met souvent toujours dans ces textes des dates butoirs. Alors c'est critiqué dans les deux sens, qu'il en mette ou qu'il en mette pas. S'il n'en met pas, on lui reproche de faire du droit à ce qu'on appelle à l'état gazeux, c'est-à-dire voilà, des grands principes et pas d'objectifs, de date. Si on met une date, eh bien on est tout de suite confronté à la difficulté de faire. Bien évidemment, le fait d'avoir mis la fin d'année 2016 est corrélé à la question présidentielle en se disant si le législateur avait mis 2018, eh bien certaines régions auraient pu miser sur une éventuelle alternance 2017 et donc se dire on attend de voir ce que donnent les résultats des élections pour se lancer dans notre schéma. Le législateur en ce sens a évidemment été instruit par l'épisode du quinquennat précédent avec le conseiller territorial où tout était prêt, etc. Mais la date de mise en œuvre était 2014, donc 2 ans après la fin du quinquennat précédent, et donc donnant tout loisir à l'alternance de pouvoir revenir dessus. Donc bien évidemment, la date de fin 2016, elle est à la fois politique, elle est aussi technique. Technique parce qu'elle demande un gros travail dans les régions de mise en œuvre. Deuxièmement, ce rythme très intense est corrélé à la situation des nouvelles régions. Je pense que ça suscitera des questions de votre part pour voir comment on peut, dans un espace-temps si restreint, concerter tout le monde dans un paysage intercommunal qui évolue, puisque je le rappelle, on va passer en France en quelques mois d'un peu plus de 2000 intercommunalités à environ 1200. 1200, c'est un petit millier de communautés de communes, environ 200 communautés d'agglomération, et puis le couple métropole-communauté urbaine. Alors le chiffre n'est peut-être pas très précis, veuillez m'en excuser, parce qu'on est en train de passer, certaines sont passées de l'un à l'autre, mais quand on mélange le couple métropole plus communauté urbaine, on arrive à peu près à 35 entités. Ce qui pose évidemment, et j'espère que ça suscitera quelques questions de votre part, la question de la conduite d'une politique économique sur un territoire en lien avec les métropoles communautés urbaines avec 35. Je rappelle qu'au début du XXe siècle, les géographes et autres penseurs réfléchissaient sur une quinzaine, vingtaine de métropoles pouvant susciter du développement économique. Pardon. La question financière, évidemment, est sous-jacente. Ça fait presque le parallèle avec la production ce que j'expliquais tout à l'heure en introduction. Ayons en tête que les budgets cumulés des régions, c'est à peu près une trentaine de milliards, 35 milliards. C'est à peine autant que les intercos. Voilà. À l'intérieur de cet ensemble-là, sur ces 35 milliards, 90%, c'est toujours transport, formation professionnelle et lycée. Donc la question de l'économie, dont il est évidemment beaucoup question pour les régions, il faut quand même avoir conscience que c'est un montant financier faible au regard, des budgets des régions, qui elles-mêmes ont un budget faible au regard des actions des collectivités locales. On parle au total, 1 à 1,5 milliard d'euros, qu'elles exercent actuellement, auxquels on rajoute les 600 millions que l'État leur transfère, on parle de 2 milliards d'euros, à mettre en perspective avec les 35 milliards de budget cumulé des régions, de budget cumulé des collectivités locales. Et donc l'espèce de grande révolution dont il était question hier, de transférer pour financer la compétence de développement économique qui figurera dans les SRDE2I aux régions, de passer de la dotation à de la TVA, il faut raison garder. La TVA en France, c'est 105 milliards d'euros, et il est question que l'État transfère 4 milliards, ou plutôt utilise 4 milliards de TVA pour transférer aux régions. 4 milliards, c'est à peine 2%, 2 et quelques pourcents du montant de TVA prélevé. Et comme par hasard, c'est à peu près le montant de l'évolution annuelle de la TVA. Donc l'État a réussi à vendre un système
qui, un, lui permet d'économiser presque 4 milliards de dotations, toutes celles aux régions, et deux, financer cette économie par, non pas la TVA, mais par le dynamisme de la TVA. Donc il faut reconnaître que le geste est plutôt habile. Alors, je vais On passe au reprendre. sondage Oui, peut-être? tout à fait. Je reprends la parole pour vous proposer, juste avant que Monsieur Boeuf n'aborde la dernière question de sa présentation, à savoir la question du comment. On vous propose un tout petit sondage en live que je vais de suite lancer. Donc, vous pouvez y répondre directement depuis votre ordinateur. La question qu'on vous pose aujourd'hui est la suivante. Pensez-vous que les nouvelles régions ont eu le temps de se structurer pour répondre aux enjeux de ces schémas régionaux? Donc, oui ou non. Vous pouvez répondre directement derrière votre ordinateur. Et je vous rappelle que, bien évidemment, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans la fenêtre questions qui se trouve dans l'interface à droite de votre écran. Elles sont conservées, on les posera, on y répondra dans quelques instants, bien sûr. Le temps que vous répondiez, vous pouvez voir également une partie des résultats d'un baromètre que nous avons organisé l'été dernier en partenariat avec la DGCF et notamment les réponses à une question sur les espaces de concertation entre la région et les autres échelons territoriaux. La question était reste-t-il encore à perfectionner ces espaces de concertation selon vous? Monsieur Boeuf, comme vous le voyez, on avait 45% des répondants qui jugeaient ces espaces de concertation plutôt satisfaisants, tandis que 53 ne les jugeaient au contraire pas vraiment satisfaisants. Je ne sais pas si vous souhaitez commenter ce résultat qu'on avait obtenu lors de ce baromètre. Bah, écoutez, quelques mots très volontiers. C'est toujours un peu compliqué quand on interroge bien sûr les gens sur un sujet très très technique. C'est-à-dire qu'en fonction de ceux qui vont répondre, là on peut supposer que ce sont les personnes qui sont amenées à travailler sur cette compétence-là avec la région, mais même si ce sont des gens qui travaillent sur ces domaines-là, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Et un élu répond différemment d'un directeur de l'économie. Un directeur de l'économie, il aura deux lectures. Il aura sa lecture, s'il travaille dans un EPCI, de sa relation personnelle avec la région, et il aura la lecture de la relation institutionnelle. Ensuite, est-ce que ce directeur de l'économie dans un EPCI, il est appelé à fusionner ou pas? Est-ce qu'il est appelé à fusionner, à disparaître, ou au contraire à grossir? Ensuite, est-ce qu'il est issu d'une région qui a bougé ou pas? Donc ça fait énormément d'incertitudes et comment dire, qui se traduisent par un résultat mitigé. Sur mon expérience professionnelle, ce que je peux simplement formuler, c'est que l'énorme difficulté pour la région, c'est de trouver à la fois des espaces de concertation où on retrouve tout le monde ou la très grande majorité des acteurs qui sont intéressés et concernés, d'une part, ça c'est pour la notion de concertation, et d'autre part, d'arriver à trouver des espaces de concertation avec certains d'entre eux, pour pouvoir avancer sur des dossiers concrets. Donc là, on est vraiment dans du ciselage et dans la manière de travailler que, évidemment, à partir de l'impulsion donnée par la région. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Je précise juste pour nos auditeurs que ce sondage était destiné au DG d'intercommunalité. Donc on a ça a sans doute eu des impacts sur les réponses. C'était exclusivement destiné à ce public-là. Je vais fermer le sondage. Vous avez tous répondu. Merci beaucoup. Et on va tout de suite commenter les résultats. Alors, les résultats vont s'afficher sur votre écran tout de suite. Alors, ils sont très nets puisqu'on a 83% de non pour seulement 17% de oui. Monsieur Boeuf, je ne sais, je pense que ça ne vous étonne pas spécialement. En fait, plus on avance dans l'échéance, comment dire, brutale de la date, plus, comme on se trouve dans des sujets qui sont mouvants pour tout le monde, pour la région, pour les intercos, plus les acteurs ont le sentiment d'être à côté de la plaque. Donc ça n'a rien d'étonnant. Alors, je ferme le Et puis surtout, sondage. Pardon, je vous en prie, continuez. oui, et surtout, comment dire, on donne le sentiment, mais c'est normal puisque là on va buter sur la question non pas de chef de file, mais de prescriptif, c'est-à-dire que des acteurs qui ont été habitués pendant des décennies à copiloter, à co-animer, à co-diriger,
Et ils ont un peu de mal à être dans un système dans lequel il y en a un qui dit A, qui dit à B, tu feras ça. Je pense que c'est ça aussi la grosse difficulté. C'est habituer les acteurs à accepter de la norme qui descend d'en haut. Mm. Ce qui est juste contradictoire avec la notion de décentralisation et d'autonomie de l'ensemble des acteurs. Très bien, je vous laisse la parole pour la suite, pour vous permettre d'aborder votre dernier point. Alors, est-ce qu'on répond aussi à la question sur Bah, non, les nouvelles régions c'est celle qui vient d'être posée, donc je vous laisse passer au slide suivant. Voilà. Le Ok, dernier, je on a reprends la main sur... effectivement prévu un dernier petit sondage qui viendra juste avant la séance de questions-réponses après ce dernier point. D'accord. Alors, dernier élément que je vous propose avant de passer aux questions-réponses. J'ai essayé de résumer donc les quatre mots-clés que l'on peut utiliser pour préparer ces SRDE2I avec concertation, rencontre, consultation, participation. Je me suis bien sûr appuyé sur ce qui pouvait se faire dans la région dans laquelle je suis. J'ai regardé bien évidemment dans d'autres régions. J'ai regardé surtout pas seulement sur les couples régions-interco, mais sur le monde de l'entreprise. Avec notamment ce que les CCI territoriales ou les CCI régionales peuvent faire aussi ou ne pas faire, ce que les conseils économiques et sociaux régionaux ont préparé. Et donc, j'aurais dû évidemment le mentionner tout de suite, les fameuses consultations ouvertes ou en ligne. Bien évidemment, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la prise de décision publique aujourd'hui, elle est plus complexe que par le passé, elle est plus longue, elle fait l'objet de plus d'allers-retours, et donc il est quasiment impossible aujourd'hui à un échelon territorial, quel qu'il soit, de mettre en place une réforme majeure sans utiliser successivement ou tour à tour ces notions de concertation. À la concertation, on demande l'avis des gens. Les rencontres, on les écoute, on n'est pas sûr de prendre ce qu'ils vont dire. Consultation, eh bien, on les consulte soit par internet, soit en direct, et on regarde ce qu'ils ont dans leur besace. Et participation, ça fait appel à cette notion de participation. Et bien évidemment, je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est autre chose de faire participer les citoyens, usagers, contribuables, électeurs à l'aménagement d'une zone d'activité dans leur ville, à la mise en place d'un plan local d'urbanisme d'une part, des choses concrètes, ou l'implantation d'une grande surface, ou la refonte de la place du village ou de la ville, d'une part, et d'autre part, à l'association à un schéma régional de développement économique où nous connaissons tous les critiques immédiates qui sont faites sur la technocratie qui a le pouvoir et qui prépare à des documents qui ne sont pas très lisibles. Donc ça oblige vos exécutifs régionaux à utiliser successivement toute cette palette et pour essayer d'y voir à peu près clair sur ce qui va se passer. Dernier élément de ce comment, donc c'est l'association des autres niveaux et notamment les intercommunalités. On en a largement parlé, mais vous imaginez que dans les territoires aujourd'hui, la fracture ne se fait pas entre nouvelles régions et anciennes régions, mais elle se fait entre intercos qui disparaissent, intercos qui sont maintenus d'une part, et d'autre part, les métropoles et les régions. Et là, un tout petit peu de chiffres. Si vous avez une France métropolitaine à 12 régions, d'une part, et que vous avez d'autre part 14 métropoles, plus certaines grosses communautés urbaines, je vous ai dit tout à l'heure qu'on arrive à peu près à une trentaine, se pose immédiatement un niveau de concurrence entre les territoires, mais surtout de concurrence entre les institutions, entre une grosse métropole et la région pour asseoir cette notion de développement économique. Bien évidemment, la métropole en tant que collectivité locale est plus associée en termes d'avis par rapport à une communauté. Monsieur Boeuf, on ne vous entend plus. Je pense qu'on a un tout petit problème de son. Ah, c'est bon, c'est reparti. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs vous entendent. Pour ma part, j'ai quelques problèmes de son. Non. Allô, allô.
Oui, c'est bon, on vous entend de nouveau. D'accord. Donc 3 exemples particuliers dans les territoires, Paris, Lyon, Marseille comme d'habitude, les autres métropoles et certaines communautés urbaines. Je finis par la conférence territoriale d'action publique, qui a comme toujours un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est d'exister, regrouper les acteurs. L'inconvénient, c'est de regrouper un tellement grand nombre d'acteurs dans les territoires, puisque dans les différentes navettes législatives, la CTAP n'a fait que de grossir. Et je ne vous fais pas de dessin, quand vous êtes entre 60 et 100 acteurs et que vous vous réunissez pour une CTAP, ce n'est pas là que vous allez décider des actions que vous allez mettre dans votre SRDE2I. Écoutez, pour moi, dans le temps que je m'étais imparti, j'ai à peu près fini, donc je laisse la place à vos questions. Alors, avant de passer aux questions, on vous propose un dernier petit sondage qui est sur le slide suivant. Monsieur Boeuf, si vous voulez bien passer. Alors, comme tout à l'heure, je vais vous proposer de lancer le sondage et vous laisser quelques petits instants pour répondre. Donc, la dernière question avant de passer justement à la séance de questions-réponses est la suivante. Pensez-vous que ces schémas vont réussir à éviter la concurrence entre les territoires infrarégionaux, notamment les intercommunalités? Là aussi, oui ou non, on vous laisse quelques instants pour répondre. Et vous voyez sur votre écran une autre partie des résultats du baromètre dont on vous parlait tout à l'heure, qui était destinée donc au DG d'Interco. Là, on vous a ici proposé le résultat de la question sur la mobilisation des autres niveaux de gouvernance dans la préparation justement du SRDE2I. Était-elle selon vous cette mobilisation inexistante, importante, faible, ou on avait aussi proposé suffisante? Donc les résultats, vous le voyez, on avait 14% de répondants pour qui cette mobilisation était inexistante, 17% pour laquelle elle était importante et surtout une grosse majorité, 69% des DG qui ont répondu que cette mobilisation, selon eux, restait très faible. Monsieur Boeuf, je ne sais pas si vous souhaitez réagir aussi à ce résultat. Écoutez, quelques instants, oui, bien sûr, pour dire que la grosse difficulté devant laquelle sont confrontées les intercommunalités, mais comme les acteurs publics, c'est que malgré tous les outils modernes dont on peut disposer, les visions, documents à préparer en permanence, et donc cela rend à chaque fois et pour chaque schéma un temps assez faible à pouvoir y consacrer chacun. Donc ça ne m'étonne pas que la mobilisation soit plutôt faible. Alors, je vais fermer le dernier petit sondage pour qu'on puisse tous voir les résultats. Donc la question était, je vous rappelle, pensez-vous que ces schémas vont réussir à éviter la concurrence entre les territoires infrarégionaux, notamment les intercos? Vous avez répondu non pour 79% d'entre vous. Donc là encore, c'est très net. Monsieur Boeuf, je sais pas, là encore, je pense que ça ne vous surprend pas forcément. Là, je serai encore plus clair, c'est-à-dire que c'est un constat que les territoires sont en concurrence. Et on revient en fait à la question entre les métropoles, les communautés urbaines d'un côté et les régions d'autre part. Quand vous avez uniquement une douzaine de régions sur un territoire, eh bien les autres territoires, ils sont en concurrence. Quand vous n'aviez pas l'échelon métropole, vous aviez l'État et la région, les 22 régions qui préparaient les schémas et les contrats de plan. Il y avait de la volonté de la part de l'État, une espèce d'équilibre des territoires. Et quand vous avez aujourd'hui un nombre de métropoles qui est à peu près 2,5 fois, 3 fois supérieur à celui des régions. Vous vous trouvez donc dans des régions avec une région et 2 ou 3 métropoles ou communautés urbaines. Bien évidemment qu'ils sont en concurrence. Ce serait, prenez une région dont sur son chef-lieu elle a une métropole et elle a une autre métropole à l'autre bout de son territoire. Oui, il y a de la concurrence. Et ce qu'on oublie encore de dire avec cela, c'est que vous avez de la concurrence entre les métropoles d'une part, mais vous l'avez aussi entre les échelons infrarégionaux que sont les communautés d'agglomération. Aujourd'hui, avec une France à peu près 200 communautés d'agglo, ça veut dire qu'une région à peu près normale, elle se retrouve quand même avec une vingtaine, entre 15 et 20 agglomérations moyennes. L'agglo moyenne, c'est celle sur laquelle un chef d'entreprise peut avoir une visibilité sur son territoire ainsi que les élus. Une agglomération moyenne, c'est une agglo qui peut encore avoir son aéroport. Une agglo moyenne, c'est une agglo qui peut encore espérer, dans les quelques années à venir, se brancher sur une ligne TGV.
Donc oui, on est dans des concurrences entre territoires, et toute la difficulté de la région, eh bien, c'est avec ses faibles moyens financiers, on l'a rappelé, de pouvoir présenter quelques idées claires. Et ça me fait revenir sur tous les sondages que nous avons vus à l'instant, c'est-à-dire que ce dont nous manquons tous collectivement, c'est de se donner un peu de temps pour donner les 2-3 idées clés uniquement, et pas un document de 500 pages, pour ce qu'on veut pour son territoire en termes de développement économique. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer à la fameuse séance de questions-réponses. Monsieur Boeuf, vous pouvez éventuellement passer sur la dernière slide du PowerPoint et je vais vous présenter donc les questions qui nous ont été posées. N'hésitez pas, vous avez encore du temps pour en poster dans l'interface GoToWebinar qui se trouve à droite de votre écran. Alors, j'ai une première question. Monsieur Boeuf, mieux vaut-il pour les régions le transfert de TVA plutôt que les dotations de l'État ? Eh bien écoutez, j'ai envie de dire que ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que pendant des années, les régions avaient un levier fiscal qu'elles utilisaient, puisque lorsque vous preniez une feuille d'impôt, vous mettiez en colonne commune, interco, département, région, vous mettiez en ligne taxe d'habitation, foncier bâti, taxe professionnelle, et vous cochiez toutes les cases. Au fur et à mesure des années, on a supprimé la fiscalité régionale, il leur reste aujourd'hui uniquement la fiscalité sur les cartes grises. On leur supprime la fiscalité, on leur baisse leur dotation, et on leur demande de remplir des actions en plus. Donc l'équation pour l'État, elle est un peu complexe, mais pour les régions, elle est surtout impossible. C'est-à-dire que ce que les régions disent aujourd'hui, comment voulez-vous que je mette en place ma compétence de développement économique, alors que l'État ne me restitue pas les moyens financiers que les départements mettaient hier. Alors ça s'est traduit pour 2017 par une dotation, une subvention, un fonds exceptionnel à hauteur de 500 millions d'euros pour les régions, mais ça ne règle pas la question pour après. Après, l'État, lui, il a sa propre logique, qui est celle de faire diminuer sa participation financière envers les collectivités locales. Et donc, en faisant le tour de passe-passe dotation TVA, il diminue de 4 milliards son montant des dotations aux collectivités locales, et il finance ce 4 milliards par le dynamisme de la TVA. Mais il ne faut pas se leurrer, les régions n'auront aucun pouvoir de fixation de la TVA, elles auront simplement une affectation d'un pourcentage de TVA. Tant mieux pour les régions pour le moment, la TVA est plutôt dynamique, mais je rappellerai juste qu'elle est quand même assise sur la consommation, et donc une récession économique type 2009-2008 ferait baisser la TVA. Donc c'est toute la difficulté. Est-ce que vous préférez disposer d'une ressource fixe et garantie, ou d'une ressource dynamique quand tout va bien, mais qui peut très vite aller très mal? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à repréciser, ou à me repréciser si justement vous avez besoin de précisions supplémentaires, toujours dans la même fenêtre. Je passe en attendant à une seconde question. Plus que les régions, les intercos ne seront-elles pas les véritables acteurs du développement économique? Alors, je laisse de côté ma casquette actuelle de travailler dans une interco pour répondre à la question. De manière concrète, bien évidemment, comment une région, sur un territoire de dizaines de milliers de kilomètres carrés et avec quelques agents, peuvent-elles agir concrètement sur un territoire? Et là, on revient à toujours cette déclinaison centrale-locale, qui que soit le centre. L'avantage de l'échelon intercommunal, c'est d'être en proximité des entreprises. Et tous les interlocuteurs autour de l'écran le savent très bien en termes de développement économique. C'est pour ça que je reviens peut-être sur la façon de ces SRDE2I, ou moins que les SRDE2I, les fameuses compétences exercées par la région. Une agglomération a tout intérêt aujourd'hui à proposer, demander, pas du tout exiger, mais à négocier avec la région pour se voir attribuer la gestion de certaines aides en direct, pour être en direct sur son territoire, quitte à ce que la région mette en place une antenne spécifique de 1, 2, 3 agents sur une compétence particulière, sur un secteur particulier. Pas besoin de faire de dessin. Un bassin industriel fort en difficulté type automobile a tout intérêt à ce que l'agglo du coin s'empare de cette compétence-là vis-à-vis des entreprises.
à la fois dans une logique d'identification des acteurs, dans une logique d'action et dans une logique de rapidité. Donc c'est pour ça que le temps à la fois difficile mais surtout séduisant des cadres aujourd'hui dans les régions, dans les intercos et dans les régions, c'est de trouver cette espèce de bon niveau d'intervention et où est-ce que je passe mon temps, entre guillemets, oui il faut concerter, oui il faut se réunir, mais surtout, qu'est-ce que je demande de simple et clair à la région? Alors, ensuite, j'ai deux questions qui sont posées par deux personnes différentes, mais qui pourraient un petit peu se rejoindre. J'ai une première question. Quel sera l'impact sur les entreprises de ce schéma? Et j'ai envie en même temps de vous poser cette seconde question, qui est également sur les entreprises. Les entreprises sont-elles globalement écoutées dans les CTAP lors de l'élaboration actuelle des schémas? Est-ce que vous pourriez repréciser? J'ai mal écouté, excusez-moi, la première partie de la question. Alors la première question, qui était donc une question à part entière d'un de nos auditeurs, quel sera l'impact sur les entreprises de ce schéma? Et j'ai une seconde question D'accord. qui, je pense, est liée. Les entreprises sont-elles globalement écoutées dans les CTAP lors de l'élaboration actuelle des schémas? Allez, je réponds un peu brutalement. La réponse est non pour la seconde, selon mon point de vue. C'est-à-dire que, à cause justement de la configuration CTAP. C'est-à-dire que on est à un niveau d'acteurs beaucoup trop nombreux pour pouvoir influer dessus. Tout se joue bien évidemment avant. Ça revient donc sur la première question. Comment faire, comment faire pour une entreprise pour peser là-dessus? Eh bien, il faut monter la mécanique en sens inverse. Sur quel territoire cette entreprise se trouve-t-elle? De quelle agglomération dépend-elle? De quelles aides a-t-elle besoin? Et comment peut-elle se tourner vers l'interco pour aller récupérer la bonne, comment dire, la bonne insertion dans le schéma de ce dont elle aurait besoin. Mais plus que l'insertion dans le schéma, moi ce à quoi je crois, c'est dans les conventions qui seraient passées après entre une région et les intercos ou une interco. Et quelque chose qui est aujourd'hui entendable par tous les acteurs sur un territoire aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'acteur, c'est de jouer, au sens noble du terme, sur la notion d'expérimentation. Donc ça nécessite évidemment une entreprise de taille suffisamment significative, avoir un peu de temps cadre à mobiliser, avoir du côté de l'agglomération un peu de temps bonhomme à passer, et avoir du côté de la région un peu d'écoute. Et on en revient donc à quelque chose contre lequel les institutions ne peuvent pas, mais heureusement il y a les hommes, c'est-à-dire dans les relations personnelles qui sont tissées entre les intercos et entre les intercos et la région. Alors j'ai encore une question. La question du développement économique est indissociable de l'emploi. Qu'est-il prévu en termes de Yes. programmation entre les régions, les intercos et Pôle emploi? C'est toujours compliqué de répondre comme ça à l'écran sans vous embarquer dans une discussion sans fin. Euh, à titre praticien territorial, je ne peux que déplorer le fait qu'on ait voulu faire de la région la collectivité de référence en matière économique sans qu'elle ait la mainmise sur Pôle emploi. Donc pour moi, ça ne peut que générer à terme euh, plus que des difficultés ou des incompréhensions, surtout des pertes de temps phénoménales. Et l'État n'est pas prêt à laisser Pôle emploi. Mm. Donc pour moi, voilà. Donc perte de temps à venir. Bon, effectivement, ça mériterait, là, dans le temps qui nous est imparti, c'est compliqué, mais ça mériterait, j'imagine, un développement plus important. Mais alors, je vais passer rapidement à une dernière question. Si vous n'en avez pas d'autres, n'hésitez pas, il y a encore quelques minutes, vous pouvez encore en poser. Pensez-vous que les chambres consulaires sont suffisamment associées à ces consultations? Ah, très belle question. Il faut revenir à l'histoire des chambres consulaires et au rôle des chambres consulaires dans les régions. Faisons un petit retour dans les années 80-90, lorsque les régions étaient de jeunes collectivités territoriales finançant les contrats de plan avec l'État. Cela a été exprimé tout à l'heure. À l'époque, et c'est toujours le cas, les contrats de plan, c'est l'État qui fait financer ses compétences par les autres. Donc il va chercher dans le nid du coucou, dans le nid des autres, les gros sous. Comment ça se passait en termes de développement économique? Les régions n'étaient bien pas du tout outillées. C'était des collectivités qui avaient 100, 200 agents au maximum pour les plus grosses, au début des années 90. Et donc les chambres consulaires, qui étaient organisées évidemment dans les fameuses CCI que tout le monde connaît sur le territoire, les CRCI
étaient ces outils, ces instances, comment dire, presque confédérales de rassemblement des acteurs les plus importants des CCI. Donc c'était la CRCI qui apportait sa pierre de touche à l'édifice de tous les schémas à ce qui touchait l'économie, et notamment des aides économiques que la région finançait dans les contrats de plan. Aujourd'hui que les CCI sont en totale restructuration, je prends un exemple caricatural, vous aviez des départements où il y avait 7 ou 8 CCI dedans. Hein, je vous pense à celui-là, par exemple, le département de Seine-Maritime, à la grande époque, il y avait 7 CCI. Ils étaient bien sûr les maîtres du développement économique sur les territoires. Avec des CCI qui se regroupent, avec des CCI qui travaillent au niveau régional, eh bien, vous avez un espèce de temps d'ajustement, un petit peu, vous savez, quand vous êtes sur une jumelle et que vous faites vision de près, vision de loin, où les CCIR ont à se chercher et à réatterrir sur leurs pattes avec ce nouvel acteur qui est vraiment nouveau en termes de force, qui est la région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ligne de partage, elle est clairement du côté de la région. Si vous imaginez une réunion CCI région entre années 90 et aujourd'hui, années 90, c'était presque la région qui était convoquée à la CCI. Aujourd'hui, c'est la région qui pilote la réunion. Donc les CCI ont un double travail à faire. Un travail de deuil par rapport à leur ancienne puissance dans les CCI, qu'on appelle aujourd'hui territoriales, et deux, au niveau régional, le fait qu'elles ne maîtrisent pas la chose. Pour moi, c'est compliqué pour eux. Allô, allô? Je ne sais pas si vous m'entendez, moi j'entends rien. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Boeuf? Ah Allô? oui, mais là je vous avais perdu. Ah, excusez-moi, Oui, oui, là je j'ai eu vous un entends. petit problème de micro. Donc, je vous disais que j'avais une dernière question qui venait un petit peu compléter et élargir le débat par rapport à celle que vous venez d'évoquer. Certains acteurs du développement économique, chambres consulaires, agences de développement, etc., ne sont-ils pas amenés à disparaître? Là, encore une fois, en 30 secondes, c'est un peu difficile de répondre brutalement. Disons Alors que j'ai ce envie de sera la dire que conclusion. beaucoup d'acteurs ont déjà disparu dans les territoires, ou plutôt sont en recomposition permanente. Et vous citez donc les agences de développement économique, elles ont bien évidemment à se recomposer en lien avec les nouvelles intercos. Et pour moi, avec une carte de France stabilisée à 200 communautés d'agglomération, une trentaine de communautés urbaines et métropoles, il y a de quoi proposer un nouvel échelon territorial entre la région et le local, qui serait justement celui de ces agences et de ces chambres territoriales pour travailler la question de l'économie. Mais bien sûr avec disparition d'acteurs. Très bien, merci beaucoup Monsieur Boeuf. Donc c'était la dernière question. On arrive à la fin du temps dont on disposait, qui nous était imparti pour cette webconférence. J'ai plusieurs auditeurs qui me transmettent via la fenêtre questions des remerciements pour votre présentation et vos réponses. Si vous avez d'autres questions qui vous venaient à l'esprit un peu plus tard, après réflexion, relecture, réécoute de la vidéo, je vous rappelle que VK vous accompagne par le biais de son service VK Ligne Expert. Ah, voilà, j'ai encore plusieurs personnes qui continuent à vous remercier, Monsieur Boeuf. Merci beaucoup. Donc pour plus de détails sur ce service, donc notre service VK Ligne Expert, mais également sur les services que je vous ai présentés en début de webconférence, évidemment rendez-vous sur notre site vk.fr ou directement auprès de notre service relation clientèle au 01 53 35 17 17. Alors, merci à tous pour votre attention. Vous étiez nombreux à nous suivre aujourd'hui. Évidemment, un grand merci à Monsieur Boeuf pour sa présentation. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine webconférence et vous souhaite une excellente journée au nom de toute l'équipe VK. À bientôt. Au revoir. Au revoir.